Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Jeanne Masse sur les ondes de CKIA au magazine littéraire Épilogue. Pourquoi ce succès souvenir de la pop française? C'est parce que sa fille, Victoria Masse, est une écrivaine prolifique dont tu nous parles avec intérêt chaque parution ou presque, Brian. Oui, prolifique, mais pas tant que ça quand même. Il y a quelques années entre chacun de ses romans. Ça me ramène d'ailleurs à un souvenir post-pandémie où je vous avais parlé de son deuxième livre, Un miracle, qui était paru en 2022. Ça fait quand même 3 ans. Et j'avais dit que Le Bal des folles, son roman d'avant, venait tout juste de sortir et Julie Collin, qui collabore à l'émission, m'avait corrigé en disant « Ben non, ça fait comme 3-4 ans. » OK, il y a une bonne puis moi, distance. j'ai dit « Ben voyons, moi, tout que... ce qui est dans la COVID, c'est tellement comme c'était l'année passée. » Peut-être qu'il y a l'impression, effectivement, que les parutions étaient plus rapprochées qu'elles ne l'étaient en réalité. Ben, c'est ça. Donc, quand même, quelques années entre ces différents romans, mais elle avait lancé ça fort avec Le Bal des folles, qui avait gagné le prix Renaudot des lycéens en 2019. Ça a été adapté au cinéma. Et c'était vraiment un événement historique. Elle a un peu planché sur sa personnalité littéraire à ce moment-là, parce qu'elle nous parle d'événements historiques français en les ramenant dans un contexte de roman, des livres c'est pas vraiment des grandes briques historiques où on nous assomme avec des dates et des détails, mais elle prend des moments de l'histoire qu'elle ramène dans des romans avec des événements. Donc, ça part d'événements historiques, mais elle s'amuse un peu autour de ça. Ça avait commencé avec Le Bal des folles, qui était vraiment l'histoire d'un asile psychiatrique français au 18e siècle, où les maris qui voulaient se débarrasser de leurs femmes enfermaient leurs épouses dans cet asile-là. Donc, c'était pas tout le monde qui était fou, mais il y avait des vrais fous aussi, mais il y avait des personnes qu'on disait qu'elles l'étaient. Donc, c'était un peu une dénonciation féministe aussi. Jeanne Masse, qu'on vient d'entendre en musique, sa mère, elle était souvent dans des thématiques très féministes comme ça. Donc, c'est bien de retrouver ça un peu dans la plume de sa fille. Et donc, chaque année, on organisait dans cet asile psychiatrie-là un bal où l'aristocratie française pouvait, pour se divertir, aller passer une soirée avec les folles et danser. Et c'était donc... Hey, j'étais allé danser avec une folle samedi passé. C'était donc belle folle. Donc, c'était un ouvrage dérangeant, mais c'était un événement historique réel. Ça existait vraiment, ce bal des folles-là. Donc, elle avait commencé sa carrière quand même assez fort. Et ensuite, il y avait eu Le Miracle en 2022, comme je vous ai dit, roman qui nous parlait cette fois-là d'apparition de la Vierge en Bretagne. On était un peu ailleurs, mais c'était quand même basé sur des événements historiques, mais c'était intéressant, mais c'était un petit peu moins ancré dans un réel concret, ce livre-là. Je pense que ça a eu un peu moins de succès, même si ça a été quand même salué. Et là, avec L'Orpheline du Temple, on revient là, vraiment dans l'histoire française. Si je vous parle de la Révolution française, tout le monde, qu'est-ce que vous connaissez là-dessus? La guillotine. C'est ça, la guillotine 1789. Je veux dire, on a les grosses dates, là, mais le fin détail de cette histoire-là, moi, je dois dire que... Beaucoup de parlementeries, ou en tout cas, tu sais, de gens qui sont allés en représentation et de discours et de... C'est ça, mais c'est ça. Moi, j'avoue que je connais les grandes dates, là, mais je suis pas un spécialiste de l'histoire de la Révolution française. Là, je sais que ça arrivait en 1789, la prise de la Bastille, là, puis tout ça, là, puis Marie-Antoinette, puis Louis XVI. Et voilà. Mais il y a eu plein d'autres détails après autour de ça. Et là, il nous amène au lendemain de cette Révolution française-là. On est en 1794. Louis XVI et Marie-Antoinette ont été décapités, bien sûr, mais ils avaient des enfants, ils avaient une famille, ce monde-là. Et là, moi, c'est le bout de l'histoire que je ne savais pas. Ils avaient un fils, ils avaient une fille, il y avait une parenté autour d'eux. Et ces personnages-là, de leur famille, ont été enfermés dans une tour. Et puis là, ils ont passé quand même quelques années là. Le jeune roi, celui qui aurait été le futur roi, finalement, est enfermé là. Mais là, c'était des enfants. Puis là, on disait, mais pourquoi vous les avez pas tués? C'est comme, parce que les révolutionnaires, on voulait quand même bien paraître. On voulait pas décapiter des enfants. On voulait comme légitimer notre grande révolution. Mais les conditions de vie dans ce temple-là, finalement, où ont été enfermés le jeune prince et aussi Marie-Thérèse, qui est la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, c'était quand même assez une situation difficile. Et c'est le personnage de Marie-Thérèse qu'on va suivre un peu par l'entremise de Joseph Herbelin,
qui a 19 ans, alors que la jeune princesse, elle en a 14-15, quelque chose comme ça. Lui, il est appelé à la garder avec une gang d'anciens révolutionnaires sont dans le temple, puis il s'occupe de garder ce monde-là pour que les royalistes puissent pas y avoir accès, parce que là, il y a des pressions. Si les révolutionnaires tombaient, les royalistes pourraient réinstaller ces enfants-là au pouvoir. Mais là, on suit un peu ces lendemains de révolution-là où tout à coup, tout est flou. Est-ce que la révolution a vraiment apporté les promesses qu'elle allait apporter comme ça? Pas nécessairement. Il y a encore la pression des royalistes. Est-ce que c'était si mal? Est-ce que c'était si bien? Est-ce que vous faites les bonnes choses? Lui, évidemment, Joseph, va un peu... pas tout à fait tomber en amour, mais se prendre un peu d'affection pour cette Marie-Thérèse qu'il garde. Puis là, un peu, c'est l'histoire de cette relation-là qu'on va suivre épistolairement, a posteriori, parce que Joseph Herbelin, c'est par l'entremise de sa fille qu'on apprend cette histoire-là. Elle se fait remettre des années plus tard une série de lettres qu'il a écrites à sa tante pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il était gardien au temple où était enfermée la jeune Marie-Thérèse. Et là, par lettres, il raconte comment au début, il s'occupait d'eux, mais que là, c'était des personnages un peu lointains, même s'ils étaient enfermés tout proches. Ces jeunes enfants-là qui étaient les enfants de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Mais là, tout à coup, les choses bougent, les événements historiques passent. Et là, il se prend d'affection un peu pour elle. Et là, c'est l'histoire un peu de cet amour-là, entre guillemets, qu'on va suivre épistolairement. Alors que lui explique tout ça à sa tante. Pourquoi il l'explique? Parce que lui-même, plus tard, il a eu une famille. Mais là, il s'est toujours senti un peu distant par rapport à tout ça parce que il avait quand même eu à l'époque de l'affection pour la jeune Marie-Thérèse. Donc, c'est un peu ce conflit intérieur-là qu'on va suivre. Ça nous ramène vraiment dans les lendemains de la Révolution française, comme je disais. Donc, c'est intéressant parce qu'on comprend les lendemains, les jours qui ont suivi, les années qui ont suivi cette révolution-là, qu'on a un peu oublié parce qu'on a juste retenu la date, mais on a oublié que les révolutionnaires français, ça n'a pas été si bien que ça après. Il y a eu des changements rapidement. Ça a été une grande période de stabilité. Il y aura la réinstauration aussi des années plus tard de la monarchie en France. Ça va revenir, ça va repartir. Donc, on comprend un peu mieux la période d'instabilité qu'il y a eu en France à ce moment-là. Mais ça reste un roman, ça reste de la fiction. Quoique inspiré vraiment de faits réels. Donc, elle va nous donner quand même des dates, des noms de personnages importants qui traversent un peu ce livre-là, qu'on voit passer. Il y a quelques petites notes, mais c'est rien d'assommant. On est vraiment dans de la fiction un peu plus légère. Et on est aussi quand même un peu dans des théories, des rumeurs et des espèces de légendes urbaines qui ne meurent pas, qu'elle ramène dans ce livre-là. Est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, de mythes un peu fondateurs qui continuent même aujourd'hui en France? Oui, mais comme ça arrive plus à la fin du roman, je ne vous vendrai pas ces moments de légende. Est-ce qu'elle se prend quelques libertés créatives à ce moment-là? Moi, j'ai pas eu l'impression, quoique, à part les bouts où on sent vraiment que qu'elle se rattache à des théories de légende pour aller un peu dans le côté romanesque puis nous donner un peu de la fiction joyeuse, là. À part de ça, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de liberté, puis ça semble un roman bâti autour de vraies dates, de vrais gens, de faits réels qui sont arrivés. Donc, ça reste intéressant. C'est léger, mais ça nous fait quand même apprendre des choses sur cette Révolution française-là. Donc, divertissant. Pour nous, peut-être un peu loin. Je ne sais pas comment ça a été reçu en France, parce que les royalistes existent encore de nos jours. On salue le gars qui jouait dans Les Intrépides, là, Laurent Deutsch, qui fait des documentaires où il est ouvertement un peu royaliste. Ah, oui, on continue d'avoir ces relents-là dans l'histoire française jusqu'à aujourd'hui. Mais intéressant, parce que c'est ça, on a l'impression que la royauté, ça s'est terminé en 1789. C'est pas le cas. Et c'est de voir la suite. D'ailleurs, Marie-Thérèse, ça, je ne vends pas de punch du roman, c'est dans la vraie histoire. Elle finit par être libérée de ce temple-là où elle a passé quand même plusieurs années enfermée. Elle va être échangée contre des prisonniers français avec l'Autriche, d'où elle est originaire. Donc, elle va être exilée, puis va passer le reste de sa vie à suivre de près, de loin et aussi de près au moment de la réinstauration. Là, elle va revenir en France, donc elle va continuer d'être un personnage central un peu dans l'histoire des Français. Là, on s'attarde vraiment juste au début de l'histoire de Marie-Thérèse, mais elle a vécu très vieille et il y a eu beaucoup d'autres soubresauts dans sa vie. Donc,
Donc, encore une fois, c'est ça ce qui est intéressant de Victoria Mass, c'est que c'est ça, on est loin des petites des autofictions de l'époque de maintenant. On est vraiment dans une construction plus historique. C'est le genre de roman qu'on voit peut-être moins dans les grands best-sellers. Quoique, il y en a. Je dirais pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais elle a un style un peu unique avec des thématiques, c'est ça, féministes, historiques. Donc, intéressant à redécouvrir. Puis on apprend des choses dans cette Orpheline du Temple, petit roman qui est paru à la fin du printemps chez Albin Michel.